Merci, bonjour à tous et merci à toute l'équipe de cette journée pour cette organisation et l'invitation à participer. Je voulais commencer en préambule par vous dire que le temps que tout ça se monte et la pandémie mondiale s'étant mis entre nos pattes, finalement, on va vous présenter un projet qu'on aurait aimé voir plus abouti aujourd'hui. On aurait aimé vous parler d'une restauration, on va vous parler d'une étude préalable, ce qui, je pense, est quand même intéressant et surtout va permettre peut-être d'ouvrir quelques discussions sur les traitements possibles, les traitements que nous engagerons plus tard et les recherches sur ces questions. Je laisse un petit peu de suspense, je vais vous présenter la pièce tout de suite. Donc, c'est le Giant Ice Bag de Claes Oldenburg, qui est un artiste qui est né en Suède, qui est toujours vivant, qui est né en 1929 et qui travaille aujourd'hui à New York. C'est évidemment un membre du mouvement pop art qui a beaucoup travaillé sur les notions de sculpture molle que vous retrouvez en partie ici. Je vais vous lire, pour introduire cet objet, un extrait de la notice du catalogue de la collection d'art contemporain de NAM de 2007. Ce sac monumental a été réalisé dans le cadre du programme Art and Technology que le Los Angeles County Museum of Art a lancé dès 1967 pour rapprocher des artistes contemporains reconnus et des entreprises californiennes. Aspirant à une sculpture sans base, susceptible de combiner le mou et le dur et placé à l'extérieur, Oldenburg opte pour un sac à glace géant animé par un mécanisme sophistiqué. Toutes les 20 minutes, à l'instar d'une pompe gigantesque, le sac le gonfle avant de s'affaisser de nouveau. Malgré les réticences du sponsor, qui était donc Disney, cette sculpture spectaculaire est produite par Gemini Nigel, qui, à la demande de l'artiste, fabrique ensuite une version plus petite de couleur grise, qui est conservée aujourd'hui au Whitney Museum, ainsi qu'une édition de 12 petits modèles jaunes. Présenté au pavillon américain de l'exposition universelle d'Osaka en 1970, le Giant Ice Bag jouera un rôle important dans l'exposition Art and Technology, qui rendra public en 1971 les œuvres issues du programme éponyme. La couverture du catalogue est ornée d'un autoportrait d'Oldenburg en clown magicien, vous la voyez ici, coiffé du sac de glace comme un béret d'artiste et entouré d'esquisses de ses sculptures. L'artiste commente « Je pense que mon approche envers la technologie est de m'approprier sa formidable complexité pour en faire des choses très stupides. J'aime bien l'idée que de temps en temps, tant de temps et tant d'efforts ont été consacrés à l'iceberg, je crée quelque chose qui ne produit vraiment pas grand-chose, rien de plus qu'une feuille dans le vent. » Cette pièce, qui mesure 2,10 m de haut quand elle est complètement affaissée et plus de 6 mètres de haut quand elle est complètement déployée pour 6 mètres de diamètre, est constituée donc d'une structure porteuse métallique et d'un système de mise en mouvement qui est donc un système hydraulique et électrique et qui permet de mettre en route une soufflerie et des pistons qui actionnent donc un mouvement programmé de ce grand sac de glace, un peu comme décrit dans la notice que je viens de vous lire. Vous avez aussi ici un schéma qui vous décrit un petit peu tous les éléments qu'on reverra tout à l'heure. En 1966, Maurice Tuchman, conservateur d'art moderne au Los Angeles County Museum of Art, dont je vous parlais juste avant, met donc sur pied ce programme Art and Technology. Ce projet périphérique aux activités du musée a principalement pour objectif de favoriser des échanges entre les artistes et le monde corporatif. Tuchman sélectionne des entreprises californiennes aptes à soutenir des projets, soit par une contribution financière au musée, soit en fournissant de l'expertise technique. La proposition de partenariat des entreprises entre les entreprises et le musée est officiellement lancée en 1967 auprès de 250 compagnies. Finalement, 40 acceptent de s'engager formellement et de contribuer au programme. Tuchman choisit de son côté des artistes américains et européens de toutes disciplines, art visuel, musique, littérature, etc., dont les propositions peuvent potentiellement susciter un dialogue fertile avec l'industrie. Suite à l'annonce officielle dans les médias, d'autres artistes non sollicités par Tuchman proposent aussi des projets au LACMA. Tuchman travaille avec sa collègue, le commissaire Jane Livingstone, et ils tentent tous deux de déterminer les meilleures associations possibles entre artistes et compagnies. Ils supervisent également les aspects logistiques de la résidence et une étape ultérieure, la réalisation matérielle du projet.
un projet qui est donc mécéné parfois par des mécènes type Disney dans le cas d'Oldenburg. Certaines des œuvres produites dans le cadre de ce programme seront donc présentées au pavillon américain de l'Expo universelle à Osaka en 70, puis au musée la même année. Et un rapport qui rassemble des documents et témoignages issus de la période d'activité du programme entre 66 et 71 constitue en fait le catalogue de cette même exposition. Et dans ce catalogue, on retrouve plusieurs témoignages et autres petits dessins d'Oldenburg, dont le témoignage suivant. Je pense que ma démarche face à la technologie est de lever les difficultés techniques, comme d'utiliser quelque chose d'extrêmement complexe et de lui faire des choses insensées. Et j'aime à penser à tout le temps et tous les efforts nécessaires pour fabriquer l'iceberg. J'ai créé quelque chose de relativement simple, rien de plus que ce que fait une feuille dans le vent. Je ne souhaite pas de mouvements complexes. Mon travail ne se nourrit pas de la complexité que la technologie peut m'offrir, comme une montre suisse par exemple. C'est très intéressant à voir, mais ce n'est pas mon but. Je vais dans le sens opposé. Je mets toute la complexité technique au service d'une idée simple, proche du monde naturel. Ainsi, je suis très concentrée sur le fait que l'action mécanique de l'iceberg est l'apparence du vivant. C'est le sens de l'automate et c'est ce dont Walt Disney rêvait, ironie pour celui qui a dépensé des millions pour créer une technologie reproduisant le vivant. Son rêve était de fixer des appareils d'enregistrement sur des acteurs et jouer toutes les pièces de Shakespeare pour qu'ils puissent rejouer les pièces avec des automates. En d'autres termes, reproduire la nature avec ses propres moyens, lui redonner naissance à travers la machine. Je n'avais aucun projet aussi complexe en tête. L'iceberg était doté d'une forme de vie très simple, un organisme simple. Je ne souhaitais pas qu'il se déplace dans l'espace comme un robot, je souhaitais simplement qu'il rampe. Les escargots me passionnent. Passons à des commentaires plus pragmatiques sur cette pièce. Je vais commencer par son histoire matérielle à partir de son acquisition, parce qu'on a peu d'informations sur ce qui se passe entre cette exposition de 1970 et l'année 1999, année d'acquisition du Giant Iceberg par le Musée national d'art moderne, avec le soutien de la Clarence Westbury Foundation. La pièce est donc directement présentée au musée et dès 2000, des premiers signes de détérioration sont reportés. La toile enduite est craquelée en de nombreux endroits. Le piston principal est défaillant. Il y a plusieurs cassures et des fuites d'huile sur la toile enduite. En fait, on a tout plein d'informations via des échanges de courriers entre la direction, la conservation et la galerie. Je vous donne quelques éléments, on va dire, importants de tout cet historique de relevé des défaillances. Donc en mai 2000, il est reporté que la toile cirée orange est dure et cassante dans sa partie supérieure, qu'elle est localement déchirée et percée, que ses coutures sont fragilisées et distendues. Peu avant, au mois de mars, on a un courrier d'Alfred Pachmann à Hans Mayer, le galeriste, qui informe des problèmes techniques rencontrés depuis la rupture de la soudure du vérin hydraulique. Les interventions suivantes sont envisagées: refaire la soudure du vérin dans un premier temps, effectuer des tests pour le fonctionnement et l'ensemble du vérin et de l'ensemble de la structure ensuite. 2 semaines après, un autre courrier envoyé à la galerie pour une demande d'échantillon de la toile vinylique et une demande de contact avec des fournisseurs dans la perspective de son renouvellement. Ensuite, une autre information du mois de mai, suite à l'essai de mise en route du Giant Iceberg de Claes Oldenburg en présence de l'installateur de la galerie Hans Mayer, de l'électromécanicien du Centre Pompidou et de la restauratrice Culture, la soudure assemblant le capuchon au vérin hydraulique, qui était donc déjà constatée comme défectueuse, a lâché. Le 15 avril 2003, est observée une panne totale de l'installation. L'œuvre est démontée dans les salles du musée. Fin 2003, une première étude préalable est donc commandée à 2 restaurateurs de sculpture, Jean-François Salle et Nicolas Imbert, pour essayer de comprendre les altérations, on va dire déjà mécaniques de ce Giant Iceberg. On peut aussi se dire qu'étant donné la courte période d'exposition dans les salles du musée, en réalité simplement 5 mois entre 1999 et 2003, elle n'a pas été exposée 4 ans d'affilée. Il semblait clair que la pièce n'avait jamais vraiment été dans un état stable, au moins depuis son acquisition. Et certainement depuis le départ en réalité, et ça on en parlera un petit peu plus tard. Sachant que des problèmes de fonctionnement avaient été rapportés avant l'acquisition, que des réparations non documentées avaient été probablement réalisées de ce qu'on a pu observer sur différents éléments de l'œuvre,
que le piston avait déjà été noté comme défectueux, qu'on voit que plusieurs soudures avaient été reprises, etc. etc. Donc, cette première étude préalable est menée pour dresser un premier portrait détaillé de tous les problèmes de conservation de la pièce. Elle est menée sur l'ice bag, donc la toile enduite, sur la structure et sur le système hydraulique de mise en mouvement. Mais malheureusement, elle dure trop peu de temps, enfin un trop petit budget est dédié à ce travail, qui soulève quand même un grand nombre des problèmes de fonctionnement, mais qui n'ont pas vraiment pu être étudiés dans leurs détails. Et donc, les conclusions de cette étude sont les suivantes. C'est que le capuchon est probablement trop lourd pour permettre un bon mouvement du vérin principal et qu'il faut absolument identifier les matériaux de la bâche, de la toile enduite, de l'ice bag et rechercher des fournisseurs et avant justement de la refaire, exécuter un relevé précis et un patron de celle-ci. Quelques années plus tard, c'est-à-dire quelques 15 petites années plus tard, nous avons pu ressortir des réserves de cette pièce grâce à l'obtention cette fois-ci d'un mécénat de la Centre Pompidou Foundation pour approfondir cette première étude et peut-être la mettre à jour puisque ça faisait déjà quand même 15 ans qu'elle avait été réalisée. Donc, cette étude a été réalisée en 2018. Donc, cette étude a été réalisée avec des équipes internes et externes que je vous ai écrites tout ici. Je n'ai pas forcément les noms de tout le monde, mais je pense quand même en partie. Donc, les électromécaniciens de Beaubourg, les restauratrices internes du service et Isabelle Merdy du service des collections contemporaines. Les équipes externes ont été appelées, Sarah Cuperol et Denis Chalard pour travailler sur la bâche et sur les parties fonctionnelles, Rima Atae et Pierre-Alain Fardel, respectivement restauratrice et ingénieur. La durée du chantier a été de 1 mois et demi et nous avons dû louer un espace spécifique pour travailler sur cette pièce monumentale qui donc fait 6 mètres de haut une fois déployée et dont nous devions aussi déployer la bâche entièrement pour en faire un relevé au sol. Je reprends la description de tout à l'heure. Donc, on a 3 éléments principaux sur cette œuvre. Un grand capuchon qui recouvre l'ensemble, une bâche, une peau, enfin, ou appelée la peau ou l'ice bag, et une structure mécanique qui contient tout un système de mise en mouvement. Donc là, vous voyez en clair apparaître la structure porteuse, qui est donc en alliage ferreux. Ensuite, à la base de la mise en mouvement, on a donc une commande électrique et un sous-système hydraulique. La commande électrique permet d'activer tous les éléments et le sous-système hydraulique de faire bouger les 2 vérins principaux. Donc, qui s'appellent le lift et le tilt. Le lift permet de soulever, enfin de faire un mouvement de bas en haut et le tilt, un mouvement du capuchon sur le côté. On a aussi un système de rotule qui fait tourner le premier vérin. Par-dessus, tout autour de cette structure, on a des ventilateurs qui sont donc activés et soufflent de l'air dans un grand sac en plusieurs parties reliées en textile waterproof qui gonfle régulièrement. Juste au-dessus, pour protéger la structure de la bâche, on a un petit jupon capuchon en toile. Voici donc le capuchon, le bouchon de l'ice bag qui est donc en bois et en résine. Et une description du mouvement. Alors, je vous l'ai mise parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'étude a permis d'effectuer un chronogramme exact du mouvement en plus de captation vidéo. Je ne vous lis pas tout. En fait, on va vous montrer la vidéo. Ici aussi, les choses qui ont pu ressortir de l'étude par rapport à des schémas de l'artiste, essayer de retracer toutes les étapes du mouvement. Mais je passe pour arriver à la vidéo. En vitesse accélérée qui a été donc réalisée pendant l'étude à l'issue d'un montage à blanc et d'une remise d'une première maintenance de tous les éléments de l'ice bag.
Je vais la couper à la moitié parce qu'on n'a pas le temps de regarder l'ensemble, mais je pense que vous avez une idée de l'effet global. Voilà, pour passer au constat d'état. Donc, on a d'abord observé que au cours de ce cycle de mouvement que vous avez pu regarder dans cette vidéo, il y avait un pincement de la bâche qu'on va retrouver dans les altérations de la bâche elle-même juste après. Bon, il y a eu un constat d'état de la structure porteuse, classique de métal peint, on va dire, et des propositions de traitement pour cette structure en elle-même. Un constat d'état des éléments fonctionnels a permis de voir que finalement, fonctionnel, il l'était bien, mais qu'il manquait en fait de maintenance. Ces éléments n'ont jamais été vraiment entretenus, ni mis au jour en termes de normes de sécurité, notamment le tableau électrique et le vérin principal, qui du coup, comme plusieurs pièces sont manquantes, a une course beaucoup trop longue. Donc finalement, on a pu se rendre compte que nul besoin de changer quoi que ce soit, il suffisait d'effectuer des réparations sur l'existant pour évidemment obtenir un mouvement au plus proche du mouvement d'origine. Et je passe la parole à ma collègue pour vous parler de l'iceberg en lui-même. Merci. Vous avez sûrement compris maintenant que le Giant Iceberg, c'est quand même principalement une œuvre électromécanique, avec certes ce sac, ce magnifique sac en toile orange qui est en fait au service d'un mouvement, mais qu'il n'est absolument pas dissociable de ce mouvement et donc très difficile à traiter à part. Néanmoins, avec Denis Chalard, nous avons été chargés d'analyser la technologie de cette bâche en vue de faire des propositions pour peut-être sa conservation et sa restauration et son remplacement à terme. Je vous note ici en fait les descriptions que l'artiste a faites pour cette peau au tout début. Certaines de ces caractéristiques se retrouvent totalement dans la bâche, notamment en ce qui concerne la couleur et le brillant souhaité. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il avait probablement anticipé ces problèmes de pincement de la bâche au cours du mouvement. Donc, il avait évoqué le fait qu'un renfort serait probablement nécessaire à un moment donné. Et aussi que le prototype de cette bâche qu'il avait fourni, lui, il avait un échantillon de PVC, en fin de compte, allait devoir sûrement être ajusté pour obtenir le mouvement souhaité. En l'occurrence, il a été alourdi. On va voir comment. Donc, la bâche, c'est 15 laits de toile en plastique souple, orange et brillant, doublé au revers par du coton et une couche en mousse synthétique entre la toile et la doublure. Elle est bordée par un galon, percée d'œillets pour sa fixation sur la structure mécanique et fermée par une fermeture à glissière en plastique unique, contrairement à ce que l'artiste avait préconisé, c'est-à-dire de la découper en 15 laits, tous fermés par des zips pour faciliter son transport. La toile en PVC elle-même, en fait, est constituée d'un textile qui est enduit sur une face de PVC. La couche de mousse, comme je vous le disais, est un ajout ultérieur, donc pour donner plus de poids à la structure. Vous avez la vue en coupe et tous les assemblages de cette bâche sont faits par couture. Grâce à l'observation, on remarque qu'il y a eu des interventions précédentes et même antérieures à l'acquisition par le MNAM, notamment le remplacement de 7 laits de toile. Et grâce aux analyses de Nathalie Vaccar au C2RMF, on a pu identifier qu'en fait, une partie des laits remplacés sont en fait constitués d'une toile identique à celle de l'original qui est en place, tandis que 3 laits, eux, sont faits d'un matériau différent, qui a des propriétés optiques légèrement différentes de l'original, ce que vous voyez sur les photos en partie basse. Et également, la trame textile sur laquelle le PVC est enduit est légèrement différente, elle est un peu plus lâche et elle ne transparaît pas du tout sur la face comme pour les précédents, les laits originaux.
Donc, dans notre étude, en fait, on a reconstitué toutes les étapes, enfin, du moins, on a formulé des hypothèses sur des étapes de fabrication de chaque lait et ensuite de leur assemblage tous ensemble. On a bénéficié des superbes schémas de Denis Chalard. Je vous passe sur la description exacte de la façon dont c'était découpé, mais bon, vous voyez que en gros, on a d'abord un plan souvent rectangulaire et ensuite il y a des ajustements pour former les plis. Juste comme ça, pour se rendre compte, toute cette matière déployée, ça représente à peu près quand même 100 mètres carrés avant découpe. Et il y a beaucoup de témoignages, notamment dans l'ouvrage du musée de Maurice Tuchman, sur la complexité en fait qu'a représenté la réalisation de cette bâche, trouver un espace suffisant pour la construire, des couturières capables de coudre des matériaux, enfin une si grande surface dans un délai très court et surtout un matériau aussi épais. Il les a même qualifiés d'héroïques. Concernant l'état de la bâche, comme ça a été assez vite remarqué, en fait, on a beaucoup de cassures au niveau et de déchirures, essentiellement au niveau des parties hautes. On attribue principalement au pincement, donc vous avez peut-être vu dans la vidéo, mais aussi probablement à la chaleur et l'humidité dégagée par la machine en fonctionnement. Quant aux mousses intermédiaires, donc il y en a une différente qui a été utilisée avec le changement de certains laits. Elles sont complètement désintégrées. La mousse la plus ancienne, qui est la mousse noire, est complètement réduite à l'état de poudre et avec les différents conditionnements, c'est amassé vers le bas aussi de l'ensemble du sandwich. Avec cet état très avancé de dégradation, il est quasiment impossible de reproduire une idée des propriétés, des dimensions, de l'épaisseur, de la densité de cette mousse à l'origine. Il y a un encrassement privilégié de la doublure justement aussi dans les zones où il y avait cette mousse noire, donc a participé notamment à rendre la doublure coton plus noire, mais il y a aussi donc, tous les épisodes de fuite au cours de la vie de l'œuvre qui ont contribué également à cet encrassement. Donc, globalement, l'état de cette bâche est généralement mauvais. Il présente des altérations à la fois esthétiques et structurelles, mais surtout, on identifie que le fonctionnement même de l'œuvre est la principale source en fait, des dégradations des matériaux. Si bien qu'en termes de préconisation d'intervention, certes, on pourrait tenter de partir vers des méthodes de restauration plus traditionnelles, essayer de conserver l'existant. Mais nous étudions aussi la question du remplacement de la bâche. Doit-on utiliser des matériaux similaires ou identiques à ceux d'origine ou les substituer par des matériaux éventuellement plus résistants ou un complexe de matériaux plus résistants? De manière générale, est-ce qu'on dispose également de moyens d'action pour minimiser, si ce n'est éliminer, les facteurs de dégradation identifiés comme faisant partie du fonctionnement de l'œuvre? À ce stade, plusieurs recherches complémentaires semblent nécessaires avant de pouvoir déterminer quelle est la meilleure de ces deux options. Mais le débat reste complètement ouvert, sachant que les matériaux, même PVC, ont évolué entre-temps. Et un plan de conservation à long terme sera de toute façon nécessaire avec, à prendre en compte la fréquence de monstration et les conditions de maintenance et d'exposition de cette œuvre pour toute sa partie mécanique. Je redonne la parole à Lucille, puisque le Centre Pompidou a fait un estimatif qui est intéressant de noter. On vous a mis en ouverture, si vous avez des aveux de bon cœur, messieurs, dames. Un chiffrage pour qu'on se rende compte un petit peu tous de l'ampleur d'une telle restauration en termes de moyens concrets, quoi. Voilà, après, c'est un chiffrage un peu à la louche parce qu'on n'a pas forcément encore trouvé notre fabricant de bâche, ni même, voilà. Donc, ce chiffrage de bâche est un peu large. Par contre, tout le reste ne l'est pas et est fait selon des besoins réels. Donc, on voit que je ne sais pas à quel budget Disney a donné à Jiminy pour faire cette pièce, mais en tout cas, ça va coûter assez cher de la remettre en route. On vous remercie et à tout à l'heure pour les questions.